cette vidéo, c'est pour vous parler de mes dernières lectures. Avant, je dois vous avertir que dans ma région, il fait pas très beau en ce moment. Donc il se peut que la luminosité baisse, monte, ou alors que vous entendiez des bruits de volets, de vent, de pluie, c'est possible. Et en plus, il se peut qu'il y ait un bébé qui crie, qui pleure, oui, c'est comme ça, c'est la vie, c'est les grandes vacances. Donc voilà, petit disclaimer, il risque d'y avoir peut-être des interférences, s'il n'y en a pas, tant mieux, mais s'il y en a, au moins vous êtes prévenus. On va commencer ce petit update lecture par les mangas que j'ai lus ce mois-ci. J'ai avancé la série Moriarty, j'ai lu le tome 4, 5 et 6. Il me reste encore le 7 et 8 que je lirai du coup le mois prochain, au mois d'août, parce que là je n'ai pas eu le temps de tout lire. Pour ceux qui ne connaissent pas Moriarty, eh bien c'est l'ennemi juré de Sherlock Holmes. Donc là, dans ce manga-là, le héros principal, ce n'est pas Sherlock justement, c'est Moriarty et comment dire, c'est une vision un peu plus Robin des Bois que le Moriarty qu'on connaît dans Sherlock Holmes, qui est vraiment un antagoniste. Voilà, c'est un méchant assez méchant. Là, on est plus dans une revisite un peu plus Robin des Bois. Et c'est cool, ça nous montre une autre vision du personnage, donc j'aime bien. Franchement, ça se lit assez facilement. Et par contre, il y a beaucoup d'intrigues, de complots, dans les machins. Donc, ça se lit facilement, mais c'est pas une lecture doudou. Faut quand même être assez réveillé pour comprendre les tenants, les aboutissants, les énigmes et tout et tout. En même temps, c'est un peu dans le même délire que Sherlock Holmes. Si vous aimez tout ce qui est enquête et tout, vous allez adorer. J'ai lu aussi Père et Fille. C'est l'histoire de ce papa célibataire et de cette jeune fille qui commence à rentrer dans l'adolescence. Et donc, c'est une famille monoparentale. Et la communication, c'est pas forcément ça. Je m'attendais à avoir quelque chose d'assez doudou, d'assez facile à lire, de feel good et tout. Et au final, pas tant que ça, parce que alors le père, il est un peu, comment dire, c'est un père célibataire, monoparental, il fait ce qu'il peut avec sa fille. Donc c'est cool de montrer que c'est pas toujours forcément des familles monoparentales avec des mères, là en l'occurrence c'est un père. Donc c'est cool de montrer cette diversité, de montrer qu'il y a des différences justement entre femmes et hommes, et que du coup les pères sont pas toujours potentiellement... Enfin, par exemple, là, la jeune femme, justement, la jeune fille, elle va avoir ses règles. Donc le père, il est un peu mal à l'aise avec le sujet parce qu'il ne le maîtrise pas. C'est cool de le montrer parce que ça peut justement faire comprendre à des personnes que il faudrait peut-être arrêter ce clivage justement entre femmes et hommes et se renseigner sur l'un et l'autre comment fonctionne. Mais je pense pas que le message primo soit là. Par contre, la gamine, c'est une vraie peste. Et ça m'a complètement détachée. Bon, j'ai lu les 3 tomes hyper facilement pendant ma pause déjeuner. Mais je ne lirai pas la suite parce que justement, je trouve le personnage de la gamine tellement odieux que je suis saoulée, tout simplement. Je pense que ça aurait été... Après, peut-être que ça se développe mieux dans les tomes suivants, mais là, pour le moment, dans les 3 tomes, le père, en gros, il fait tout ce qu'il peut pour que sa fille soit au mieux, et la gamine, c'est la crise de l'adolescence, la vraie peste par excellence, et elle m'insupporte. Donc voilà, je pense pas que je lirai la suite, mais au moins, j'ai eu la curiosité de lire cela et de voir ce que ça donnait. Mais c'est clairement pas ma came. C'est tout pour les mangas. Maintenant, on va pouvoir passer au BD. Et donc, je vous montre. J'ai lu, alors je sais pas comment ça se prononce, Ishibushi, bref. C'est l'histoire de... c'est un peu un mythe, enfin c'est pas un peu, c'est totalement un mythe japonais. Il existerait, en gros, une lance qui aurait créé l'humanité, si je puis dire. Et les dieux, pour que ce pouvoir ne soit pas à une seule et même personne, aurait cassé la lance en plusieurs morceaux. Il y aurait la lame qui représente le bois dans notre monde. Il y a... Non, le bout de la lance, qui est en bois, qui représente le bois. La lame qui, elle, représente la roche. Et je sais plus trop quoi. Et l'esprit qui lui est dans le ciel. Et il m'en manque un sur les 4 éléments, je sais plus où il est. Enfin bref, et un jour, un grand méchant va vouloir réunir toutes les parties de cette lance pour avoir en gros le pouvoir équivalent au pouvoir des dieux. Et l'esprit, du coup, qui est le seul esprit qui n'est pas sur Terre, donc il ne peut pas récupérer, enfin la seule partie de la lance qu'il ne peut pas récupérer, va décider justement de s'incarner
pour pouvoir contrecarrer ce méchant, et il va se réincarner dans ce tout petit bonhomme et qui est vraiment à taille humaine, hein. Les humains sont hauts et lui il est vraiment tout petit. Voilà, pour vous montrer à taille humaine, il est vraiment lui tout petit et les humains sont vraiment très grands. C'est une manière de dire en gros que un grand destin, la taille ne compte, enfin voilà. Comme la phrase le dit, la taille ne compte pas. Donc voilà. Donc niveau graphique, j'étais assez surprise de voir que du coup c'était en noir et blanc. Et c'est un peu un Disney, enfin voilà, c'est un mythe japonais revisité à la sauce Disney. C'est cool, mais l'histoire... Voilà. Du coup c'est ce jeune homme qui est tout petit et qui se fait assez moquer de lui et qui pense que du coup il peut pas faire grand chose de sa vie vu que le monde n'est pas facile pour lui, c'est quand même un sacré handicap, et au final ses parents vont le pousser justement à sortir de sa zone de confort, et il va se rendre compte qu'en fait bah, si le destin de l'humanité est entre ses mains. Et c'est cool, mais voilà, pas transcendant. Je l'ai lu, à la base il était en adulte, parce que là c'est pas c'est celui-là d'une autre médiathèque qu'on a. Le nôtre il avait été mis en adulte et finalement après lecture on l'a mis en jeunesse parce que c'est cool mais ça casse pas trois pattes à un canard et l'histoire est très simple. J'ai lu aussi Nimona, j'arrive pas à le prononcer, à chaque fois j'inverse les syllabes. C'est l'histoire de ces deux jeunes gens qui sont tous les deux dans la même promotion pour devenir des super-héros jusqu'à ce que celui-ci perde contre lui et se sentant en gros trahi va décider d'une façon non fair-play en gros ils font de la joute là un peu à la manière médiévale, celui-ci va tomber, celui-là va vouloir fêter sa victoire en gros, descendre de son cheval, et celui-ci va lui donner un coup fatal qui va faire qu'il va perdre sa main. L'institut dans lequel ils sont pour devenir super-héros le considérant comme handicapé, du coup le dégage, je lui dis qu'il est plus valide pour être un héros, et donc du coup c'est lui qui devient bel et bien un héros, ce qui fait qu'il va devenir un méchant pour vouloir se venger de ce que l'institut et de ce que le prétendu héros lui a fait, et cette jeune fille va arriver au bout d'un moment et lui en gros c'est un méchant, mais un méchant qui fait pas vraiment comment dire, des trucs très diaboliques, très méchants, justement il n'arrive pas à être le méchant par excellence, il n'est pas maléfique par exemple. Et elle, avec c'est une métamorphe, avec ses pouvoirs, va justement l'aider à faire des plans de plus en plus diaboliques et de plus en plus, voilà, très clairement meurtriers. Et une histoire d'amitié va se mettre entre ces deux-là. Et il y a plein de petits textes sous-jacents que j'ai énormément aimés. Tout ce qui est complot, trahison, expérience sur autrui. Enfin, il y a plein de sujets qui sont donnés dans cette BD. Et j'ai énormément aimé. Et je l'ai lu en deux fois, ce qui arrive rarement en général d'une BD, je l'ai lu d'une traite. Et là, je l'ai vraiment découpée en deux, cette BD, parce que justement, il y a énormément de sujets, et ça fait réfléchir, ça fait penser à plein de choses. Donc, c'est une bonne BD que je mettrais au minimum en ado, voire en adulte, parce que jeunesse, je pense qu'il y a peut-être justement trop de choses dures et complexes qui sont peut-être un petit peu difficiles à appréhender pour de la jeunesse, quoique il y a des choses en jeunesse des fois qui sont... voilà. Mais franchement, j'ai énormément apprécié cette lecture. J'ai aussi lu La Vie Gourmande et j'avoue que ça a été un coup de cœur par ma collègue. Donc je me suis dit, au bout d'un moment, il va peut-être falloir que tu te lances parce que ça fait un moment qu'on l'a. Je le voyais passer, ça me tentait, mais je sais pas, il y avait quelque chose qui me retenait. C'est l'histoire, c'est une autobiographie, en gros. C'est cette jeune femme qui parle de sa vie à travers justement la nourriture. En fait, tous les souvenirs importants dans sa vie sont liés à des choses. Par exemple, le début commence avec la mort de sa grand-mère, et donc là on est dans les funérailles. Elle a des origines asiatiques, je sais plus lesquelles exactement, donc ils lui font un, je sais pas comment ça s'appelle, un buffet funéraire, voilà. Et du coup ils se réunissent tous autour de la nourriture, nanani nanana. Et on va voir justement comme ça plusieurs étapes de sa vie qui tournent autour de la nourriture. Une BD qu'elle a fait avec je sais plus quel chef. Elle parle aussi du coup de sa vie de femme à travers cette BD, et en l'occurrence là de son cancer, qu'elle va avoir un cancer du sein. Donc en fait il y a plusieurs sujets que j'ai bien aimé dans cette lecture, justement le fait de parler de sa vie, du cancer du sein, de sa bataille et tout. Ça j'ai adoré parce que c'est typiquement des sujets qui moi m'intéressent. Par contre tout ce qui est côté gastronomique et bouffe, ça ne m'intéressait pas du tout. Voilà, disons-le clairement, ça donne énormément de recettes, de trucs sur
tel goût associé à tel-ci, ça fait une farandole dans ta bouche. Tous ces passages-là m'ont profondément ennuyée. Donc voilà, c'est en demi-teinte. Je trouve que l'histoire autobiographique aurait mérité à être du coup peut-être un peu plus tragique, parce que ça aurait parlé de choses assez tristes, mais dans mes goûts, c'est ce que j'aurais préféré. Le côté gastronomique ne m'intéresse absolument pas. Donc voilà. Après vous, si vous aimez parler de bouffe et tout, peut-être que ça sera un véritable coup de cœur pour vous, comme ça l'a été visiblement pour ma collègue. Mais moi, non. J'ai lu aussi Par la force des arbres. Alors, pour le coup, c'est l'histoire de ce monsieur qui, très clairement, dans son boulot, ça se passe mal. Et du coup, il est dans une sorte de dépression, de moment, voilà, un espèce de burn-out. C'est pas vraiment dit comme ça, mais c'est ce qu'on ressent quand on le lit. Et il va décider de faire un hommage à Cyrano de Bergerac, un livre qu'il adore, où Cyrano, au moment de mourir, décide de se mettre contre un arbre et de surtout ne pas être soutenu par personne. Il préfère être soutenu par la force de l'arbre. Et donc, cet homme va décider que lui aussi, en gros, pour sortir de sa dépression, il va se mettre pendant 3 mois en haut d'un arbre et vivre, en gros, à la dure, voilà, s'adapter à la nature, vivre de manière très solitaire et en même temps pouvoir justement retrouver le goût à la vie. Et c'est ce qui va se passer. Voilà, on va voir du coup tout son vécu dans cet arbre et comment il s'adapte, comment il découvre justement la vie de la faune et de la flore dans la forêt. Donc au niveau graphique, c'est une très belle BD. Au niveau contemplatif aussi, j'ai énormément aimé justement les passages où il parle vraiment plus de lui, de sa vie, de ce qu'il ressent et tout. Mais tous les passages découverts de la nature, un peu comme la gastronomie dans l'autre, ça m'a profondément ennuyée. Je pense que c'est justement un bon livre qui aurait pu être... ça aurait pu être top pour moi, personnellement, si ça avait été plus contemplatif. Et voilà, mais tout le côté nous dire que voilà, ces crottes-là, c'est les crottes de fourmis, ces œufs-là, c'est les œufs d'araignée, ces œufs-là, c'est les machins. Enfin, le côté un peu... comment ça s'appelle là, les livres avec des... herbes... Non, les herbiers là. Tout ce côté-là, ça m'a profondément ennuyée, ça m'intéressait pas du tout. Mais après, c'est le goût de chacun. Peut-être que justement, certains ils vont adorer ça parce qu'ils vont découvrir et apprendre des choses. Tant mieux pour eux. Mais moi, c'est vrai que c'est pas ce qui m'intéresse quand je lis de la fiction. Donc, voilà. J'ai bien aimé, mais en demi-teinte parce que pour moi, en fait, la moitié du bouquin est très bon et l'autre moitié ne m'intéressait pas, tout simplement. Passons au roman. Alors, j'ai lu God of Love, tome 1 de Eugénie Dienels. Je le prononce peut-être mal, désolée. Que j'ai rencontré du coup au Salon de la Romance qui se passait à Basse-Goulaine au mois de juin, qui est une jeune... C'est une autrice super adorable, super gentille, mais je n'avais encore jamais lu, je crois bien, un de ses livres. Donc je me suis dit là, va peut-être falloir se bouger le cucu, tu l'as vu en vrai, maintenant va peut-être falloir lire un de ses bouquins. Et en plus, je sais pas si elle sera au FNR ou pas, mais dans tous les cas, je me disais, ça tombe bien, tu essayes de le lire. De toute manière, je l'avais mis dans ma pile du challenge de lecture... Je l'avais mis dans ma pile du challenge romance que je fais avec Cynthia de la Booksphere. Donc c'était parfait, il fallait que je le lise absolument. Je l'ai lu pour l'histoire, c'est l'histoire des dieux de l'amour, Eros, Potos, Anteros, et tout, je sais plus tous les noms, mais en gros ce sont les 7 Cupidons, les enfants d'Aphrodite et Arès, qui sont des dieux du coup qui permettent aux humains de l'amour, de trouver leur âme sœur, mais qui eux, à contrario, n'ont pas le droit d'avoir de relations amoureuses. Et donc là, on va suivre Eros, un des Cupidons, un des dieux de l'amour, qui doit aider justement une jeune femme qui a perdu tout espoir en l'amour, et il doit faire en sorte qu'elle retrouve l'amour, c'est sa cible du moment, un peu en mode de Joséphine Ange Gardien, quoi. Mais ce qui va se passer, c'est que tout ne va pas se passer comme prévu. Il va se rendre compte que cette jeune femme ne réagit pas à leur pouvoir comme elle devrait réagir, et que c'est peut-être pas anodin si c'est vers elle qu'il est allé et si il commence à ressentir des choses qu'il n'a pas l'habitude de ressentir. Petite romance évidemment entre un dieu et une humaine, ça rappelle beaucoup Witch and God et on adore. En ce moment il y a beaucoup de réécritures comme ça de la mythologie grecque, donc
Faut faire attention, des fois c'est pas toujours bon et tout et tout. Là j'avoue que j'ai eu énormément de mal à rentrer dedans. Il m'a bien fallu au moins les 50 premiers pourcents où je suis en mode bof, ouais ça se lit mais c'est pas ouf. Et à la fin les 50 derniers pourcents, là ça a commencé à être mieux, j'étais plus dedans. C'est peut-être tout simplement le temps que ça se mette en place. Et justement, comme j'avais lu il y a pas longtemps Witch and God, il y avait peut-être aussi un peu trop de comparaison entre les deux. Enfin bref, c'est une bonne lecture, une bonne romance, mais c'est pas un coup de cœur quand même. Lors de ce fameux salon de la romance de Nantes à Basse-Goulaine, j'ai aussi rencontré Flora Peony et du coup je lui ai acheté son livre Love Me Like You Do. Alors, l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est adoptée par un riche millionnaire qui vit avec son fils. Ils ont perdu la femme et du coup la mère de ce jeune homme quand elle a accouché en fait du petit garçon, et depuis ils vivent une vie un peu très fusionnelle les deux. Ils ont une vie de privilégiés, ils le savent, mais ils ne sont pas non plus imbus d'eux-mêmes, et voilà, ils sont des personnes très altruistes, très gentilles et tout. Donc quand un ami policier va demander au père de famille de l'aider parce qu'il y a une jeune femme qui a 17 ans et qui se retrouve, qui va être sûrement placée en famille d'accueil alors que voilà, ça fait très longtemps qu'elle est dans la misère, tatati tatata, il va décider de la recueillir chez lui le temps qu'ils arrivent à lui trouver une famille d'accueil. Le souci, c'est que quand elle va arriver, justement, elle va être très craintive, très miséreuse et très pauvre, et elle va se retrouver comme ça catapultée dans ce monde de luxe absolu, et les choses ne vont pas exactement se passer comme prévu. Lui va la voir, le jeune homme du coup, va la voir comme une petite chose justement très chétive à protéger, et direct il va la capter comme sa petite sœur, alors que elle, petit à petit, va se rendre compte que ok, l'homme se comporte avec elle comme s'il voulait être son père finalement. Elle l'adore de cette manière parce que techniquement c'est lui qui la sauve de la misère, même si elle met justement énormément de temps à accepter tous les cadeaux, toute la gentillesse qu'ils ont vers lui, parce que ça fait 17 ans qu'elle s'occupe d'elle et de sa mère, puisque sa mère est une toxico et ne l'a jamais élevée. En fait, c'est elle qui a dû avoir le rôle d'enfant et de parent en même temps. Elle a dû toujours tout gérer toute seule, et du coup là, se laisser aider par les autres, elle a énormément de mal. Elle a par exemple un soutif et 3 culottes, et c'est des sous-vêtements de sa mère quand sa mère n'en a plus besoin. Enfin voilà, c'est vraiment un monde très pauvre, très miséreux dans lequel elle vivait. Et donc les deux autres, là, le père et le fils, ont tout faire pour l'en sortir et l'aider, finalement même jusqu'à vouloir l'adopter. Les choses ne vont pas toujours se passer comme prévu, puisque justement elle a ce côté, elle va vouloir être indépendante et ne pas vouloir se laisser aider, très clairement. Et du coup, ce qui va faire que les deux autres vont s'attacher énormément, justement parce que c'est une personne très honnête, très sincère, et c'est pas le monde dans lequel ils vivent, et ils se rendent compte qu'elle a vécu des choses assez horribles et ils veulent tout faire pour l'aider. Elle va très rapidement tomber amoureuse du jeune homme de la famille, mais le jeune homme va très longtemps la voir justement comme la petite sœur qu'il doit protéger, même s'il va y avoir des petites crises de jalousie quand il va voir qu'un de ses potes finalement sera peut-être intéressé par elle. Il va quand même quasiment mettre 2 ans à se rendre compte que finalement c'est peut-être pas si sa petite sœur que ça, parce que je crois qu'au tout début du roman elle arrive, elle a 17 ans, lui il en a 21, et à la fin du roman justement, là où il commence à y avoir une romance, elle a 20 ans, donc lui d'en avoir 24 techniquement, quelque chose comme ça. Donc voilà, ils sont adultes, et c'est une histoire que j'ai beaucoup appréciée parce que justement les personnages ne sont pas tout noirs ou tout blancs, et sont justement, je trouve, très intéressants, très dans l'empathie. Les deux personnages masculins sont, franchement, tout le monde voudrait des hommes comme ça dans sa vie, très clairement. Et le personnage féminin, alors, elle a ce petit côté qui m'agaçait un petit peu à pas vouloir accepter l'aide des autres, mais en même temps, au vu de son passé assez tragique, on peut le comprendre. Et elle se pose beaucoup de questions aussi, elle a vécu des choses ouf, même un moment, un des personnages lui dit en fait meuf, t'es juste une survivante, laisse-toi un peu respirer, t'as le droit de vivre aussi, pas obligé de toujours survivre. Et je trouve que c'était une très belle histoire, franchement, j'ai adoré.
J'ai levé les yeux au ciel plus d'une fois justement parce que j'en avais marre de ce délire frère sœur. Vous n'êtes pas des frères sœurs, ok? À partir du moment où vous n'avez pas le même père, vous n'avez pas le même mère, vous n'avez même pas été élevés ensemble, vous n'êtes pas des frères et sœurs. Alors, hein, si vous vous aimez, vous vous aimez. Et puis c'est basta, on s'en fout du reste. Donc voilà, j'ai adoré ce roman, franchement je le recommande à 100%. Et le dernier roman que j'ai lu, c'est Love Like a Movie, que j'ai aussi acheté du coup au salon de romance de Cynthia, où j'ai pu rencontrer aussi Esmé Béguin, qui est un dieu d'autrice. Comment dire? En fait, quand j'ai vu ce bouquin, j'ai même pas cherché à regarder la 4e de couverture. J'ai vu la couve et j'ai dit direct, je le veux. Déjà, rien que l'objet livre, pour moi, il était super beau. Ensuite, en voyant la couve, en voyant justement que c'était une personne ronde, size, je me suis dit, oh là là, très bien, un peu de représentativité, on adore. Donc, je l'ai acheté et je me suis dit, de toute manière, je vais overkiffer. Donc, j'ai laissé traîner un petit peu, on l'a fait en lecture commune avec Cynthia, on a enfin réussi une lecture commune, parce que d'habitude, on n'y arrive pas, on lit les bouquins d'une traite, nous, donc c'est compliqué. Mais là on a réussi, on s'y est tenu, on l'a découpé en 3 fois, même si c'est un tout petit roman, et on a réussi à le lire. Ensemble. C'est l'histoire de cette jeune femme qui est une aide-soignante, qui est ronde et qui a l'habitude justement des relations d'amour qui sont juste désastreuses parce que les hommes n'assument pas d'être avec une ronde, ou alors c'est des fétichistes au contraire des rondes et voilà, ils s'intéressent pas à elle profondément. Jusqu'à un jour où elle va aller justement travailler chez une vieille dame et son voisin de palier c'est un jeune homme beau gosse et tout à souhait. Elle va se rendre compte qu'en fait ce n'est pas n'importe qui ce beau gosse, c'est un acteur et lui et elle vont petit à petit s'intéresser à l'un à l'autre et vouloir créer une relation d'amour. Sauf que elle a évidemment tous ses complexes au niveau de sa rondeur et tout, elle pense pas qu'elle va lui plaire et lui il a justement les problèmes en tant qu'acteur, en tant que célébrité, de savoir si elle l'aime pour lui ou si c'est une groupie, nanani nanana. Donc il y a une histoire d'amour qui va se passer entre les deux. J'avoue que j'ai été assez déçue. La première partie, en gros on a découpé en 100 pages à chaque fois. La première partie c'est assez long en fait, c'est une grosse introduction où justement on nous explique tout le background de elle et c'est assez long à se mettre en place. Après les 2 autres parties se lisaient beaucoup plus vite, c'était beaucoup plus fluide. Surtout sur la fin, la dernière partie, je l'ai lu dans mon bain, je l'ai dévoré d'un coup. Mais voilà, c'est pour moi en dents de scie parce qu'il y a des choses dont on parle, mais peut-être pas assez en profondeur. Par exemple, elle, justement, le fait qu'elle soit grosse, on en parle, mais on en parle surtout au niveau de ses relations, de son rapport avec les hommes, mais on n'en parle pas de sa vie quotidienne, par exemple, comme ça peut l'être dans, c'est quoi, Une irrésistible envie de sucré, où on parle du fait que il est compliqué de trouver des tailles de vêtements, des vêtements à sa taille, où il est compliqué de, par exemple, quand on prend le métro, de prendre beaucoup de place dans l'espace public, qui est très mal vu et tout et tout. Bref, ce genre de choses n'est pas assez exploité, on a trouvé avec Cynthia, on était assez d'accord sur le sujet, où on parle beaucoup du fait d'être grosse dans une relation hétéro, mais on ne parle pas du fait d'être grosse dans la vie de tous les jours. Donc voilà, c'était en dents de scie, très clairement. On a bien aimé, mais c'est loin d'être un coup de cœur. Et voilà, je vous ai parlé de mes dernières lectures que j'ai effectuées au mois de juillet. Si vous avez lu des livres que j'ai lus, si vous souhaitez commenter, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.